Stop, stop à la maltraitance institutionnelle. Stop, stop, stop à la maltraitance institutionnelle. Ça, c'était moi en 2015. J'avais fait un panneau, stop à la maltraitance institutionnelle. C'était déjà d'actualité. Moi, je prends des notes parce que j'ai plus de tête, alors je suis obligée de regarder tout ce que j'ai à vous dire parce que ça fait beaucoup en fait. Mais ça part quand même surtout sur ça. Stop à la maltraitance institutionnelle, et puis c'est d'ailleurs ce qu'on entend déjà dans le témoignage des collègues et des camarades qui sont venus jusqu'ici. Voilà. C'est une problématique qui dure depuis longtemps, la maltraitance institutionnelle. On l'a vu arriver, et pour tous les hospitaliers, ils peuvent tous le dire, on l'a tous vu arriver finalement. Et ça fait 20 ans que ça dure. C'est contemporain avec ce qui se met en place c'est malheureux à dire, mais la marchandisation des soins. Voilà. C'est la marchandisation des soins à l'œuvre. C'est l'arrivée du management. C'est l'arrivée des nouvelles techniques d'évaluation. Toujours plus, avec moins de temps. C'est ça la marchandisation dont chacun en fait les frais, c'est-à-dire les patients, les familles, les aidants, les soignants. Moi, je suis psychologue au sein d'un hôpital et je suis aussi à la CGT depuis 2018. Enfin, ça a commencé depuis 2016. En 2016, j'ai passé un moment très difficile institutionnel parce qu'avant j'étais quand même assez bonne travailleuse, comme j'ai toujours été travailleuse, mais un peu le nez dans le guidon, et puis après il y a des choses qui font que dans la vie il y a des choses qui changent, et puis d'un seul coup on lève le nez du guidon, on a des choses à dire. Ça tombe bien parce que psychologue clinicien, c'est quelqu'un qui parle, qui énonce, qui alerte. Je ne sais pas si c'est dénoncer, mais en tout cas qui alerte. C'est mon travail aussi de le dire. Même si on dit souvent, ben non, mais les psychos, ils sont là pour écouter, et puis... hein, c'est pas sois belle et tais-toi, mais c'est écoute et secret professionnel. C'est vrai, hein, secret professionnel. Donc, voilà. Mais sauf que nous, dans notre travail, on a une partie d'analyse qui est la clinique institutionnelle. Ça les enquiquine. Tant que les gens, la moitié des psychos l'oublient, c'est bien. Mais il y en a qui ne l'oublient pas. Et la clinique institutionnelle, c'est être garant que les choses se passent pour le mieux, pour tout le monde. Et comme j'ai passé un moment assez désagréable et assez éprouvant, je me suis rendu compte à quel point d'être confronté à l'administration, ça pouvait avoir des conséquences terribles, qui poussent au pire. Clairement, je me suis retrouvée plus qu'à genoux. Clairement, j'ai eu du mal à remonter la pente. Mais je me suis dit que si je remontais la pente, je serais là ensuite. Je voulais te remercier, Martine. Bah si. Parce que tu étais là. Donc Martine, c'est la super psycho cégétiste que je viens de découvrir en vrai il n'y a pas longtemps. C'était au mois de juin. On se connaît depuis 2016, mais au téléphone. Et c'est toi qui m'as soutenue de dire mais t'as raison, vas-y, bats-toi. Et du coup, j'avais vu une affiche un jour passé, hein, qui est ne demandez plus ce que fait la CGT, faites-la. Hein. Donc,
Merci Christelle pour la petite, je ne retrouvais plus la petite phrase. Donc voilà. Et du coup, c'est un petit peu sur ton impulsion que j'ai eu envie aussi de faire que dans cet hôpital, ce que j'avais rencontré à mon encontre, qui avait été extrêmement violent, je ne le laisserai pas faire envers les autres. Moi, j'avais la chance d'être bien entourée. Parce que j'ai des bons amis, j'ai un super ami de la vie. J'ai des super enfants. Voilà. Et je suis remontée, mais je leur en ai voulu d'avoir des méthodes pour mettre les gens assis à genoux. Et du coup, je me suis dit, la CGT, c'est quand même un super outil. Et que on allait arriver. On a fait des super élections, éthiques, politiques, enfin politique dans le sens de, pas politicienne, mais dans politique institutionnelle, dans la dignité pour les agents. Et puis est arrivé ce moment où en pleine campagne, et du coup il y a eu un projet, un appel à projet qui s'est monté, qui a été lancé par l'ARS, auquel on m'a demandé de répondre. Il fallait proposer, parce que je m'occupe d'un relais d'aide aux aidants, donc j'ai des consultations avec les aidants, et c'est là qu'on m'a confié de monter un projet, d'inventer quelque chose. Et j'avais une petite dame qui m'avait expliqué qu'il n'y avait rien pour les personnes qui souffraient du Parkinson. Et que, voilà, qu'est-ce qu'on me demandait de proposer. Et donc ça m'est venu de proposer ce qu'on a appelé le DRAP. Donc le dispositif de relais d'aide aux aidants, dédié aux personnes aidants qui souffrent du Parkinson. C'était un projet qu'on a monté avec beaucoup de cœur, avec des idées extraordinaires de proposer un temps de parole et un temps de bien-être pour le corps. Donc avec une partie, alors il y avait du tango thérapeutique, il y avait de la réflexologie plantaire, du voyage musical, de la marche nordique, la sophrologie, des résonances au bol tibétain. C'est comme ça que j'ai rencontré Sylvette et Anna. Merci d'être là aujourd'hui. C'est un beau projet. J'en regrette beaucoup qu'il n'ait pas pu se poursuivre. Le Covid, tout le monde en a souffert, vraiment beaucoup. Ce week-end, je me suis rendu compte à quel point chacun, tout le monde, a été terriblement affecté. Nous, on l'a vu d'un point de vue aussi syndical sur l'arrivée de l'institutionnel, avec les réunions, les ordres, les contre-ordres, leur façon de gérer ça. Et alors chacun dira ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais quand même, comment est-ce qu'un gouvernement distille un tel discours en prônant la distanciation sociale? Vous pouvez parler de distanciation physique, mais pas de distanciation sociale. Comment est-ce qu'on peut à ce point diviser les gens? Avoir une politique qui à ce point sème la division jusqu'au sein des familles, jusqu'au sein des collègues, jusqu'au sein de la société totale. C'est tout à fait inadmissible.
Le Covid, vous verrez, les collègues en parlent très bien, c'est eux qui sont sur le terrain. Moi, j'y étais pas parce que du coup, j'étais en télétravail. Parce que toutes les consultations que j'avais en vrai, les personnes âgées préféraient, j'aurais proposé des consultations téléphoniques. Elles ont préféré n'avoir pas forcément à sortir, à être confrontées au risque du Covid. Donc, j'étais en télétravail et puis on m'a demandé aussi au niveau de l'hôpital, le directeur me dit il faudrait que vous montiez vite une cellule psychologique. Ben oui. Ben oui, il n'y a pas de psycho dans tous les services. On va redéployer comme on peut et puis comme on doit être aussi en télétravail et répondre enfin, continuer les consultations pour certains. Donc on a mis en place une cellule, consultation visio, qui était dédié pour les soignants et malheureusement ils n'en ont pas fait beaucoup usage alors qu'ils étaient fort confrontés. Mais certains ont saisi la possibilité que ces consultations puissent se faire pour leurs enfants qui étaient inquiets. Parce que les soignants ont eu leurs enfants très inquiets de savoir qu'ils étaient au front avec un comptage des morts tous les soirs, avec une stratégie de la peur terriblement bien menée. Après coup, ça me paraît évident qu'il y a une stratégie de la peur qui a été menée depuis le début. Si H1N1 n'a pas fonctionné, ça a peut-être servi de leçon à comment mener la campagne suivante. Entre-temps, voilà, comme quelqu'un disait, à un moment donné, on est dans une maltraitance organisée. Quelqu'un d'entre nous l'a dit tout à l'heure, j'ai entendu. Oui, ça semble à quelque chose qui est organisé, mais avec un tel découpage que chacun qui exécute ne se rend pas compte de ce à quoi il participe, dans la globalité. Chacun exécute un ordre. Dans Z, le film Z, je crois que c'est ce film où on explique qu'il y en a un, il a fait que ouvrir la porte, l'autre il a fait que conduire le train, et puis c'est jamais la faute à personne, c'est la hydre institutionnelle, administrative. Donc la maltraitance institutionnelle, elle est très élargie parce que c'est une maltraitance institutionnelle qui touche à la fois, les aidants, les gens, les agents, les patients, enfin tout le monde. Tout le monde. Moi aussi j'avais choisi l'hôpital public parce que l'hôpital public, je suis pour le service public, fondamentalement. On y gagne moins, mais on fait un service public. C'est comme bien d'autres choses devraient être des services publics. Le transport, l'énergie, l'école, ce sont des biens publics. La santé, c'est le bien de tous. Aujourd'hui, on nous dit il y a des données qu'on demande. Lorsqu'on demande certaines données, on nous répond non, secret défense. Ben non, santé publique, non. Secret défense ou santé publique? Ouais. Et ça a été mis en place sur une certaine longueur parce que finalement, quand on voit la T2A, la marchandisation des soins, quand on voit finalement l'arrivée du management qui contraint toujours plus, tout ça, c'est des choses qui sont mises en place pour que ça fonctionne comme ça dans une rentabilité toujours plus accrue. Moi, aujourd'hui, j'ai presque envie de dire sauver un fonctionnaire, hein, pas un actionnaire. Mais... c'est vrai, quoi. Bah oui, parce que les maisons d'EHPAD, là, j'ai fait une capture d'écran tellement c'est incroyable. Investissez dans une chambre d'EHPAD. Ouais. Investissez dans une chambre d'EHPAD. Il faut que ça tourne, hein, parce que les gires, après, coûtent trop cher, tout ça. Ils font des économies sur les protections. Les soignants se plaignent que ça fait des irritations. Mais bon, ils tirent sur tout hein, pour se faire des soins. Tout. J'ai vu qu'on me répondait dans un soin palliatif, monsieur qui était en train de partir,
j'entends dans le staff, il faut lui faire une chimio. Je dis, mais c'est quoi ça, cette chimio là, monsieur, il est en train de mourir, je comprends pas comment on fait une chimio. Parce que moi je comprends pas des fois, hein. Je suis pas soignant, je suis pas technicienne du soin. Il me dit, mais c'est une chimio de confort, hein. Chimio de confort. Ça coûte combien une ligne de chimio? Jusqu'au dernier moment. Je me pose des questions aussi, hein. C'est... voilà. Donc la maltraitance, ça a été aussi tous les jeunes, toute la jeunesse. Encore, j'ai vu des petits jeunes qui me disent, bah, nous on n'a pas de lieu, en fait ils claquent de l'essence tous les jours parce qu'en fait ils roulent. Parce qu'ils n'ont pas de lieu, ils ne peuvent pas se rencontrer. C'est quoi cette jeunesse aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on leur fait? Si on n'a pas le pass sanitaire. Le soin, ils s'en foutent, hein. Je vous le dis clairement, parce que d'ailleurs pour poser des jalons dans leur super nouvelle hiérarchisation avec des cadres, 4 sup, et ben le management c'est déshumanisant en fait. Je suis allée dans un stage de la CGT, il y avait une infirmière aussi de, je sais plus, ça a été je crois des réa aussi ou des urgences, peut-être des urgences, qui raconte qu'elle avait essayé de faire sa formation de cadre, mais elle n'a pas été reçue. Alors pourquoi? Ça nous a tous scotché. On lui a répondu, tu n'as pas suffisamment réussi à déconstruire le soin. C'est incroyable. On apprend à être soignant en construisant le soin, à savoir comment prendre soin d'eux, comment exactement bien accompagner et arriver là. Pour encadrer ça, il ne faut plus avoir trop d'empathie, il faut déconstruire le soin. C'est des mots qui ne sortent pas des murs, mais ce sont ceux qui quand même véhiculent les stratagèmes de la structure quand même. Donc, j'en veux beaucoup à cette loi du 5 août. Moi aussi, je suis suspendue parce que je ne jouerai pas le jeu de faire semblant. Il y a un moment donné où la question de l'éthique et de la déontologie se pose, immanquablement. Certes, ce sont des choix. Quelqu'un, tout à l'heure, c'était Christina qui parlait de choix, mais c'est ça en fait, on en avait parlé, les choix. Il y a choix et choix. Dans la vie, le choix, quand vous allez au restaurant, avec un pass sanitaire, mais enfin, quoi qu'on m'a dit, moi j'ai mon pass sanitaire, hein, je suis libre. Hein. C'est ça qu'on m'a dit, hein, c'est clairement. On m'a même dit, t'assumes, c'est ton choix. Hein. Moi j'ai mon pass sanitaire, je reviens de Corse, là, j'étais au resto, mais je suis libre. Hein. C'est clairement véridique. Donc quand on vous allez au restaurant, poire ou fromage, c'est un choix. Donc ça va être à votre choix préférentiel. Vous allez manger quelque chose. Ça va être meilleur selon votre choix préférentiel. Poire ou fromage, ça dépend des goûts. Voilà. Et comme disait Christine, la bourse de la vie, c'est pas le même choix. Là, on ne va pas manger quelque chose. On va retirer quelque chose et puis il ne faut pas se tromper parce que dans ce qu'on retire, si on ne donne pas la bonne réponse, on perd les deux. Là, le choix, l'ultimatum qui a été donné, c'est votre santé ou le travail. Parce que quand même, moi j'étais suspendue, mais 2 jours avant, sérologie négative. Je ne devrais pas vous en parler, c'est normalement un secret médical. C'est vrai, pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Mais enfin, sérologie négative, je suis en télétravail. Je vais vachement contaminée. Hein. C'est vrai. Mais c'est comme ça. On leur a dit au directeur, hein, on leur a dit. Hein. Le gouvernement vous met le couteau sous la gorge, mais vous tordez le bras, en fait, en plus.
Il y a eu beaucoup de directions qui ont fait ça. Pourtant, certains ont essayé de faire valoir la continuité des soins. Ils auraient pu. On est en flux tendu dans les hôpitaux depuis combien de temps? Ce que disaient les camarades et ce qu'ils vont dire encore, c'est que ça fait des années qu'on demande des moyens supplémentaires. Les collectifs inter-urgences, les collectifs inter-hôpitaux, c'était déjà réclamer aussi des moyens. Hôpital en tension, des notes de service avant 2020, on en a pléthore. Hein. Dès qu'il y a la moindre grippe, la moindre gastro, la moindre canicule. Voilà. Donc moi j'en veux beaucoup quand même parce que cette loi, elle institue la ségrégation. Comment est-ce qu'on peut accepter? Comment est-ce qu'on peut accepter d'instituer la ségrégation? Comment est-ce qu'on peut être d'accord avec ça? La ségrégation aux portes des hôpitaux. Moi j'étais en CHSCT, donc c'est le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail. C'était au mois de juillet, après les annonces, après le 5 août, et il y a la mise en place des vigiles à l'hôpital. Et donc la question c'était de savoir est-ce qu'on met les vigiles à l'entrée même de l'hôpital ou carrément avant que le parking, avant l'entrée dans l'hôpital en voiture. Ah oui, non mais ça va faire des queues jusque sur la route. Oui, il faut en mettre partout, hein, des vigiles. Hein. Ça c'était en face, hein, les autres ouest. Et quand on disait, mais enfin on va quand même pas mettre des vigiles pour empêcher les gens de venir se soigner. Mais si, c'est quoi, enfin c'est la loi. Pourquoi c'est la loi? Moi je lui ai dit, hein, si tu sais qu'à Vichy il y avait aussi des lois et qu'il y avait des petits capots pour les mettre en place. Enfin, moi ça me rappelle ça. Comment est-ce qu'on ne peut pas penser à ça? Je suis désolée peut-être pour certains que ça choquerait. Mais la ségrégation elle commence comme ça. C'était des pestiférés, on les a parqués, alors c'est sur un tel, machin, nous, aussi bien. Ça se transforme, mais c'est toujours là. Ça change le visage, mais c'est toujours là. Comment est-ce qu'on peut laisser la ségrégation institutionnelle se mettre en place? C'est inacceptable. C'est ce que nous faisons, nous. Nous avons été suspendus parce que nous n'acceptons pas qu'on puisse violer ces droits fondamentaux des gens à travailler tout en étant en bonne santé. Est-ce que ça veut dire que l'immunité naturelle ne participerait pas à l'immunité collective? Parce qu'on m'a dit, tu participes pas à l'immunité collective, hein? Ben, a-t-on le droit d'avoir encore une bonne immunité qui nous permet de ne pas l'attraper? Pourquoi n'a-t-on pas le droit de travailler? Parce que je suis suspendue à l'hôpital, mais à l'extérieur, enfin je ne peux pas non plus me mettre en libéral. Il y a beaucoup de... On n'en parle pas. Hein. En Drôme, il y a eu 280, je ne sais plus, 5-7 pompiers suspendus, les soignants, tous les libéraux. Il y a beaucoup de libéraux. Il y a des gens qui ont perdu leur orthophoniste, qui ont perdu leur kiné, qui ont perdu parce que les libéraux ont fermé, des médecins. On n'en parle pas. Qu'est-ce que c'est que cette censure? Voilà. Donc, pour rejoindre les messages des camarades qui sont passés avant, mais nous c'était sur notre verre de la CGT GHPP, oui, parce que toutes les CGT ne se sont pas bien dessinées. Mais nous à la CGT GHPP avec Elsa, on était sûrs et 100%, et on le restera sur cette ligne-là qu'on n'est pas d'accord et qu'on défendra les droits des agents, et que même en étant suspendu, on y travaillera. Parce que ça fait partie des droits. Et donc, pour dire, nous, notre adage qui est sur nos verres, c'est une phrase de Bertolt Brecht qui est ceux qui ne luttent pas ne sont pas sûrs, ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, et ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Voilà. Et donc aujourd'hui, ben, la petite pancarte, ben, c'est non seulement d'un côté stop à la maltraitance, mais de l'autre côté c'est stop à la liberté conditionnelle.